Bonjour à tous, de la Terre et des idées, nous sommes aujourd'hui dans le département des Côtes-d'Armor, à Saint-Igeau plus précisément, à la rencontre de Jean-Michel Gaude qui a mis en place sur son exploitation mais également sur son gîte rural, c'est marqué là, une série de mesures d'économie d'énergie. On va s'en rendre compte tout de suite, suivez-moi. Ah, Jean-Michel Gaude. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, on est où ici, Jean-Michel? Alors ici, on est à Saint-Igeau, c'est une commune du sud-ouest des Côtes-d'Armor, et donc une petite commune rurale à vocation agricole surtout. Et donc ici, on est sur une exploitation, surtout donc à vocation avicole. On produit du poulet de chair et également du veau de boucherie, et on fait des cultures. Et donc, depuis 10 ans, on fait du tourisme à la ferme avec 2 gîtes. Si on reparle du tourisme, on a fait de l'aérothermie, par exemple, pour chauffer notre piscine ludique pour les touristes. On a fait également de la géothermie pour une maison qu'on a rénovée pour du locatif. Sur l'aspect exploitation, là, on a développé aussi différentes méthodes pour économiser l'énergie et puis donc différentes techniques, mais qu'on peut... Bon, on va aller voir ça? On va aller voir ça. Allez, c'est parti, je te suis. Voilà. Donc, nous voilà devant cette maison donc, qui a été rénovée en 2005 et donc qui a été mis en location tout de suite, et donc où on a fait donc, de la géothermie pour le chauffage de la maison. Et donc c'est un chauffage au sol au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage. Donc c'est quelque chose de très facile à utiliser pour les locataires. Par contre, ils économisent également énormément d'énergie, puisque pour la partie chauffage, la partie électrique et puis la partie eau chaude sanitaire, ils ne dépensent pas plus de 70 € par mois. Donc là, on est devant la chaudière à géothermie. Donc elle indique, ouais, c'est une chaudière, elle paraît classique comme une chaudière à fioul, mais c'est un compresseur qui est à l'intérieur. Et donc là, on voit, elle indique 22 degrés. Donc le principe, c'est qu'on prend de l'eau dans le sol à 70 mètres à 15 degrés. On la fait remonter ici donc, à la machine. On lui prend 4 degrés et elle retourne à 11 degrés dans le sol. Nous voilà devant donc, la piscine où les touristes viennent se baigner tous les jours. Donc, cette piscine est chauffée donc, par aérothermie. Le principe, c'est pas très compliqué, c'est qu'on prend les calories de l'air et donc avec ce ventilateur, donc ça chauffe avec un compresseur et donc ça donne donc de la température. Donc l'eau de la piscine circule en permanence, tous les 1h30 passe dans ce circuit de chauffage et donc ce qui donne une température de 29 degrés dans l'eau. On peut constater en touchant, elle n'est pas... Voilà, je pense qu'on est aux alentours de 29 cet après-midi. Mais le 1er janvier, tout début janvier, on a eu du moins 10 degrés et il faisait également 29. Quoi. Alors avec des énergies classiques, propane ou éventuellement fuel, je ne pense pas que le projet serait né. Quoi. Parce que le coût est trop... c'est vraiment trop coûteux de chauffer avec du fuel. Quoi. Et je pense que c'est le commencement de la démocratisation de la piscine aussi, le fait d'utiliser ces énergies renouvelables, enfin ces énergies telles que l'aérothermie. Et d'autre part, ça permet aussi, au niveau de l'environnement, de préserver complètement. Quoi. Ça se démocratise. Ce n'est plus tout à fait un luxe, non. Donc là, on est devant notre hangar qui est donc couvert sur la face sud-ouest par des panneaux donc, photovoltaïques. Donc on a une production, on a à peu près 200 mètres carrés de panneaux et donc qui techniquement donne 22 680 watts crête. Quoi. Pour l'instant, on n'a pas la solution technique pour l'utiliser directement sur l'exploitation. À l'avenir, j'espère que ça viendra parce que c'est le but. Mais pour l'instant, ça produit donc du courant continu qui est transformé par des onduleurs en alternatif et donc ça passe par un compteur et donc on l'emmène à ce transformateur donc EDF qui nous rachète le courant, donc 58 centimes d'euros. Et notre consommation, nous on la rachète à 5 centimes 8. Quoi. Donc le différentiel paraît énorme, mais il ne faut pas oublier que là, il y a un investissement de 130 000 euros. On a eu la chance d'avoir des subventions du Conseil général, régional et de l'ADEME pour 30 000 euros.
Mais malgré ça, il nous faut quand même une dizaine d'années pour amortir cet investissement-là. Donc, alors ici, je vais vous présenter dans des tas de fumiers qui sont compostés de manière naturelle. Donc on utilise un produit qui s'appelle le bactériolite, qui est un produit qu'on ensemence dans nos litières lorsque nos poussins arrivent. Et donc ce produit agit donc sur les fumiers en transformant en somme l'azote ammoniacal en azote organique stable. Donc, et la maturation du fumier se termine en tas ensuite. Et ça permet donc d'avoir un fumier qui est complètement composté. L'intérêt, c'est que ce fumier, donc, on peut le positionner à tout moment, c'est un compost. On peut le positionner par exemple à la mise en place d'un blé ou d'un maïs ou d'un colza. Et comme il est stable, l'azote, surtout l'azote, n'est utilisé qu'au moment où la plante en a besoin. Donc il peut être stocké dans le sol, il n'y a pas de souci. On n'a pas de lessivage, donc il n'y a aucun effet négatif sur l'environnement. Et le procédé est tout à fait naturel, puisqu'on n'utilise aucune énergie fossile pour transformer ce fumier. C'est juste l'achat des bactéries et des champignons de ce produit qui nous coûte, mais c'est un coût qui est relativement faible, puisqu'on arrive environ à traiter la tonne de fumier à 10 €, alors que les procédés classiques sont plutôt entre 20 jusqu'à 35 €. Voilà, donc ici on arrive à une parcelle de maïs qui n'a pas été labourée pour l'ensemencement. Et donc on peut constater que le maïs a un développement, on est au 6 juillet, il a un développement tout à fait normal. Vous voyez la souplesse du sol. Ça donc c'est dû au fait qu'on ne laboure plus et qu'on réactive aussi la vie microbienne du sol avec notre bactériolite, enfin nos fumiers ensemencés. Et donc ça donne une vie microbienne très, très active au niveau du sol. Et pour le maïs, ce qui est intéressant, c'est que le fait de non labourer, on gagne quelques degrés tous les jours, puisqu'on a une terre qui est chaude, qui est réchauffée rapidement. On ne met plus d'engrais starter, on n'utilise que des fumiers de volaille pour nos maïs. Et l'an dernier, on a des rendements en maïs grain qui sont de l'ordre qui dépassent les 95 tours régulièrement. Et on est en Centre-Bretagne, qui n'est pas une région favorable à faire cette culture. En 1993, lorsque j'ai fait une analyse d'eau, parce qu'il y avait des problèmes d'algues sur l'étang, il y avait 120 mg de nitrate dans cet étang. Et donc, on s'est dit qu'il va falloir prendre des mesures. Et donc on a commencé par faire une bande enherbée, vous la voyez plus haut là, de 30 mètres. On a décidé de ne plus mettre aucun engrais. Et on récolte du foin tous les ans, sans aucun engrais. Parce que la parcelle du dessus, il y a un petit peu de lessivage quand même qui vient sur la bande enherbée. Et donc en 2002 exactement, on a refait une analyse, on s'est dit l'étang est propre, on n'a plus de problème d'algues et ça, et donc l'analyse révélait 50 mg. Mais on pense refaire une analyse de nitrate d'ici un an ou deux, quoi. Je pense qu'on sera peut-être à 25 mg, 30. Et c'est une satisfaction parce que ça montre que, en appliquant des mesures simples, on retrouve une qualité d'eau satisfaisante, quoi. Et c'est pour le plus grand bonheur des touristes qui peuvent pêcher. Voilà, Jean-Michel, c'est sur ton étang en fait qu'on va terminer cette émission. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Oui. Alors peut-être un mot de la fin. Est-ce que quelque chose te tiendrait à cœur de nous dire, peut-être sur le développement durable ou sur ton métier tout simplement? Moi, ce que je peux dire, c'est que j'engage surtout les agriculteurs à communiquer sur ce qu'ils font, tout simplement sur ce qu'ils appliquent tous les jours, parce que c'est un métier qui est méconnu, qu'on a des a priori, et que si on dit ce qu'on fait, qu'on explique tout simplement, le consommateur ou le citoyen lambda appréciera ce métier, et puis il dira finalement qu'on a un métier on a un très beau métier, ça ils le disent déjà, mais qu'on fait des efforts et que voilà, tout simplement.
Voilà, la communication, c'est le mot de la fin. On se retrouve vendredi prochain, cette fois dans le département du Finistère, chez Jean-Yves Cogan, qui est éleveur, producteur laitier en bio. Je vous retrouve donc vendredi prochain. D'ici là, bel été, prenez soin de vous, à bientôt. Merci Jean-Michel. Au revoir.